Pendant plus de 70 ans, personne n'a su qui était cet homme. Un homme retrouvé mort sur une plage australienne par une matinée de décembre 1948. Bien habillé, visage paisible, comme endormi, aucun papier, aucune identité, les étiquettes de ses vêtements soigneusement coupées. Et dans une poche secrète cousue dans la doublure de son pantalon, un minuscule morceau de papier, 2 mots. 2 mots à l'origine de l'un des mystères les plus déroutants du XXe siècle. Mais la vraie question n'est pas qui était cet homme, c'est pourquoi quelqu'un a pris la peine d'effacer toute trace de lui. Nous sommes à Adélaïde, en Australie. La soirée du 30 novembre 1948 est calme. La plage de Somerton est un lieu populaire. On y vient pour marcher, discuter, regarder l'océan. Ce soir-là, plusieurs personnes remarquent un homme assis contre la digue. Il est bien habillé, costume sombre, chaussures propres. Un témoin affirme l'avoir vu lever légèrement le bras, comme pour chasser un insecte. Rien d'inquiétant. Tout le monde pense qu'il est simplement fatigué ou ivre. Mais le lendemain matin, vers 6h30, un passant remarque quelque chose d'étrange. L'homme est toujours là, dans la même position. Quand la police arrive sur place, il n'y a plus de doute. L'homme est mort. Il est toujours adossé à la digue, les jambes étendues devant lui. Son visage est calme, presque paisible. Mais dès les premières minutes de l'enquête, un problème apparaît. Personne ne sait qui il est. Les policiers fouillent les poches du mort. Ils trouvent quelques objets banals. Un ticket de bus, un peigne, du chewing-gum, des cigarettes et un billet de train. Pas n'importe lequel, un billet en provenance de Sydney. Cet homme avait voyagé ce jour-là, mais depuis où exactement? Et pour voir qui? Mais aucune pièce d'identité, pas de portefeuille, pas de papier. Et un détail frappe immédiatement les enquêteurs. Les étiquettes de ses vêtements ont toutes été coupées. Celles de la chemise, du pantalon, du manteau, même celles des vêtements les plus discrets. C'est un travail minutieux, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace d'origine. Pour la police, cela ne ressemble pas à un hasard. Quelqu'un a délibérément supprimé son identité. Quelques jours plus tard, un nouvel élément apparaît. La police découvre qu'un homme correspondant au signalement avait déposé une valise dans la consigne de la gare d'Adélaïde. Les enquêteurs récupèrent immédiatement la valise. Parmi les objets retrouvés, un détail attire leur attention. Une bobine de fil orange. Un fil rare, inhabituel. Or, la poche recousue du pantalon de l'inconnu l'a été avec un fil de la même couleur. Pour les enquêteurs, ce n'est plus un simple bagage abandonné. Cette valise est presque certainement la sienne. À l'intérieur, des vêtements, des chaussures, quelques objets personnels. Mais encore une fois, les étiquettes ont été soigneusement coupées. Exactement comme sur les vêtements du mort. Le même geste, la même méthode. Comme si quelqu'un avait scrupuleusement effacé toute trace de cet homme. L'autopsie commence. Les médecins examinent le corps avec attention. Certains résultats surprennent. Les organes internes sont congestionnés. L'estomac présente une irritation. Pour les médecins, ces signes évoquent immédiatement une possibilité. Un empoisonnement. Mais les analyses toxicologiques ne détectent aucune substance identifiable. Aucun poison connu. La conclusion officielle devient alors prudente. Cause de la mort inconnue. Mais les médecins restent convaincus d'une chose. Les symptômes ressemblent fortement à ceux d'un poison. Peut-être une substance rare. Peut-être un produit impossible à détecter avec les méthodes de l'époque.
Les médecins remarquent aussi un détail inhabituel. Les mollets de l'homme sont particulièrement développés. Selon certains spécialistes, ce type de musculature apparaît souvent chez les danseurs ou chez des personnes qui marchent beaucoup sur l'avant du pied. Mais rien dans l'enquête ne permet d'expliquer cette particularité. Un détail minuscule, mais un détail de plus dans une affaire qui n'en manque pas. Pendant plusieurs semaines, l'enquête piétine. Puis un policier examine à nouveau le pantalon du mort et il découvre quelque chose. Dans la doublure du pantalon, une petite poche secrète a été cousue et à l'intérieur, un minuscule fragment de papier roulé. 2 mots y sont imprimés. Tamam Shud. Ces mots viennent du persan. Ils signifient terminer ou la fin. Les enquêteurs découvrent que ces mots proviennent d'un livre bien précis, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Le Rubaiyat est un recueil de poésie persane. Ces poèmes parlent souvent de 3 choses: la brièveté de la vie, le temps qui passe et la certitude que tout finit un jour. La dernière page du livre se termine par les mots « Tamam Shud ». Certains enquêteurs se posent alors une question troublante. Et si ce message avait été placé là volontairement? Une sorte d'adieu, comme si cet homme avait simplement voulu dire « c'est terminé ». Quelques jours plus tard, un homme contacte la police. Il explique avoir trouvé un livre abandonné dans sa voiture. Le titre « Rubaiyat d'Omar Khayyam ». Les policiers examinent le livre et comprennent immédiatement. Un morceau de papier a été arraché exactement à l'endroit où apparaissaient les mots « Tamam Shud ». Mais ce n'est pas tout. À ce stade de l'enquête, les policiers ont un mort, un message étrange et maintenant un livre mystérieux. Dans la couverture arrière du livre, les enquêteurs découvrent 2 éléments. Un numéro de téléphone et une série de lettres écrites au crayon. Cela ressemble à un code. Pendant des décennies, des cryptographes tentent de déchiffrer cette suite de lettres, sans succès. Certains experts proposent alors une hypothèse surprenante. Et si ce code n'était pas un code, peut-être simplement les initiales de mots, ou un aide-mémoire personnel? Si cette hypothèse est vraie, alors toute l'idée d'un message secret pourrait reposer sur une illusion. Peut-être que les enquêteurs ont cherché un secret là où il n'y avait qu'un souvenir personnel. Le numéro mène à une femme que la police appellera plus tard Jestine. Son vrai nom est Jessica Thompson. Elle vit à Adélaïde avec son mari et son jeune fils. Jessica Thompson reconnaît alors un détail troublant. Quelques années plus tôt, elle a offert un exemplaire du Rubaiyat à un homme nommé Alfred Boxall, un militaire qu'elle a rencontré à Sydney après la guerre. Les enquêteurs pensent alors tenir une piste sérieuse. Et si l'inconnu de Somerton était cet homme? Mais la vérification fait rapidement s'effondrer l'hypothèse. Alfred Boxall est retrouvé vivant. Et il possède toujours son propre exemplaire du livre. L'enquête retombe aussitôt dans le brouillard. Lorsque la police montre ensuite à Jessica Thompson le visage de l'homme retrouvé sur la plage, sa réaction surprend les enquêteurs. Elle devient soudain très pâle. Selon un policier présent, elle semble sur le point de s'évanouir. Pourtant, quelques instants plus tard, elle affirme calmement qu'elle ne connaît pas cet homme. Ce que la police découvre ensuite rend sa réaction encore plus troublante. Jessica Thompson est infirmière. Elle connaît les médicaments et certains poisons, et elle habite à quelques centaines de mètres de l'endroit où cet homme est mort. Le contexte historique intrigue les enquêteurs. Nous sommes en 1948. La guerre froide commence. Adélaïde se trouve près d'installations militaires importantes. À quelques heures de route d'Adélaïde se trouve Woomera. En 1948, c'est là que les Britanniques testent leurs missiles.
Un site ultra secret, stratégique, le genre d'endroit qui attire les espions et qui les fait disparaître. Certains enquêteurs commencent alors à envisager une théorie. Et si cet homme était un espion? Les indices semblent correspondre. Une identité effacée, un code mystérieux, un éventuel poison. Mais aucune preuve ne vient confirmer cette hypothèse. Des années plus tard, certains chercheurs remarquent un détail troublant. Jessica Thompson avait un fils. Il s'appelait Robin Thompson. Et ce fils possédait deux caractéristiques physiques très rares. D'abord, une anomalie dentaire inhabituelle, l'absence des incisives latérales supérieures. Ensuite, une forme d'oreille très particulière. Or, l'homme de Somerton présentait exactement les mêmes caractéristiques. Pour certains chercheurs, la probabilité d'une coïncidence est très faible. Une hypothèse apparaît alors. Et si cet homme était en réalité le père de Robin Thompson? Pendant plus de 70 ans, le mystère reste entier. Mais au début des années 2000, un chercheur australien commence à s'intéresser sérieusement à l'affaire. Il s'appelle Derek Abbott, professeur à l'université d'Adélaïde. Fasciné par ce mystère vieux de plusieurs décennies, il plonge dans les archives et tente de reconstituer l'histoire de l'homme de Somerton. Au cours de ses recherches, il rencontre la famille de Robin Thompson, le fils de la femme lié au livre et au numéro de téléphone. Et l'histoire prend alors une tournure inattendue. Derek Abbott rencontre la fille de Robin Thompson. Les deux se rapprochent et quelques années plus tard, ils se marient. Autrement dit, l'homme qui tente de résoudre le mystère de Somerton devient lui-même lié à la famille au cœur de l'affaire. Et c'est précisément ce chercheur qui contribuera ensuite à relancer l'analyse ADN du corps. En 2022, une analyse génétique menée à partir de cheveux prélevés sur le corps relance l'enquête. Les chercheurs comparent l'ADN à de vastes bases généalogiques. Et pour la première fois, un nom apparaît avec une forte probabilité. Carl Webb, un ingénieur australien originaire de Melbourne. L'identification est sérieuse, solide même. Mais elle ne répond à aucune des vraies questions. Pourquoi les étiquettes avaient-elles été coupées? Pourquoi ce message « Tamam Shud » et que signifiait réellement le code? Il existe pourtant un autre détail, plus discret, mais tout aussi étrange. Quelques jours avant la mort de l'inconnu, une petite annonce immobilière paraît dans un journal local. Elle propose la location d'un bungalow à Glenelg. Le numéro de téléphone indiqué dans l'annonce est celui de Jessica Thompson. Faut-il y voir une simple coïncidence ou la raison pour laquelle son numéro se retrouvait noté dans le livre? Peut-être que l'homme de Somerton cherchait seulement un logement. Peut-être aussi que ce numéro cachait tout autre chose. Là encore, l'affaire ne livre aucune certitude. Mais il reste un dernier détail troublant. Le livre qui contenait le code n'a jamais été retrouvé sur la victime. Il a été découvert dans une voiture garée près de la plage. Son propriétaire affirma l'avoir trouvé sur la banquette arrière, sans savoir comment il était arrivé là. Pourtant, le fragment Tamam Shud retrouvé dans la poche du mort provient précisément de ce livre. Autrement dit, il possédait ce livre. Il en avait arraché la dernière page et gardé le fragment sur lui. Mais le livre, lui, se trouvait ailleurs, dans la voiture d'un inconnu. L'avait-il lui-même déposé là, volontairement? L'avait-il simplement oublié? Ou quelqu'un d'autre l'avait-il placé dans cette voiture? Personne ne le sait, et cette question, comme toutes les autres, n'a jamais eu de réponse. Les archives nous disent aujourd'hui que l'homme de Somerton avait peut-être un nom, mais les archives ne disent toujours pas pourquoi il est mort, ni pourquoi quelqu'un a pris la peine d'effacer toute trace de lui. Sur la plage de Somerton, l'océan a effacé les empreintes depuis longtemps. Pourtant, une question reste intacte. Ce morceau de papier disait
Tamam Shud, la fin. Mais pour ce mystère, la fin ne viendra peut-être jamais.